Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition, conseil, finance et transmission. Chaque premier mardi du mois, nous revenons avec un invité entrepreneur sur son parcours tout en faisant un zoom sur une problématique ou une opération qu'il ou elle a dû traverser. Cela peut être une reprise familiale, une transmission, un dépôt de bilan ou bien même le retournement d'une entreprise. Aujourd'hui, épisode de Noël très spécial. Je voulais à la base vous proposer un épisode hors série pour vous parler de mon métier de directeur de cabinet de fusion-acquisition. Il s'avère que je discute et échange beaucoup avec un certain nombre de mes confrères, notamment Valentin, qui a créé Integrity Advisory, qui est lui aussi à la tête d'un podcast, M&A Insider. J'avais prévu de vous faire une interview croisée avec Valentin pour qu'on échange sur notre vision de notre métier, un concept hybride ou croisé. Bon alors, il s'avère que Valentin a une émission talk-show pour présenter certains métiers de notre secteur. Mon idée d'interview croisée s'est finalement transformée en participation à une émission qui n'est pas la mienne. Néanmoins, moi qui essaye de me mettre plutôt en retrait dans mes podcasts, là pour le coup, c'est pas du tout le cas. L'idée de base est tenue, je vais vous présenter mon métier. Néanmoins, l'interview croisée n'est pas si croisée que ça. Alors, si vous vous intéressez aux métiers, méthodes ou techniques du monde de la transaction d'entreprise, je vous invite vivement à écouter les épisodes de Valentin de M&A Insider. Si vous êtes un peu curieux sur ma façon d'être ou de faire, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup Valentin pour cette interview, même si c'était pas l'idée de base que j'avais en tête. À charge en revanche pour qu'il témoigne chez nous, à Confidence d'entrepreneur, sur son parcours et sa vision. Eh ben, on est parti sur un nouvel épisode du format débat pour un peu décortiquer ces processus M&A, trouver les meilleures pratiques sur chaque étape. Et pour cela, je vais échanger avec Thomas. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bonjour, merci Valentin. Thomas Fertin, donc moi je dirige un cabinet de fusion-acquisition situé à Bordeaux. On intervient sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 11 ans maintenant que je fais ce métier, 7 ou 8 ans en direction et j'ai un parcours un peu bizarre. J'ai participé à la création de 3 cabinets, un en tant que salarié, un en tant qu'associé minoritaire et cette fois-ci seul au capital. Et donc forcément plusieurs manières de voir le M&A, de le pratiquer. Et ça va être intéressant de confronter notre vision par rapport à ce que nous on fait chez Integrity. Ce qu'il est dit en introduction, c'est l'emplacement. Donc nous on est basé à Paris, on y viendra, mais la majorité de nos dossiers est en région. Et toi t'es basé à Bordeaux. On se demande est-ce que ça change quelque chose forcément, mais qu'est-ce que ça apporte ? Quelle est ta vision d'être basé en région à Bordeaux et qu'est-ce que ça apporte ? Alors moi je pense qu'on a une façon de pratiquer le M&A un peu différente, c'est-à-dire que nous on est très ancré sur la région, on est très en proximité. Le siège est à Bordeaux, mais tu vois on a un bureau à Angoulême, petite chef-lieu de la Charente. On est en train d'ouvrir un bureau à Agen. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être en ultra proximité avec nos clients. Et je pense que c'est là où on a un modus operandi un petit peu différent, c'est que on fait principalement de la PME familiale, première opération. C'est souvent le fondateur qui décide de vendre pour un départ en retraite. Donc, je pense que c'est là où on a quelques divergences de méthodes de travail, je pense. Moi, j'ai anglicisme interdit. Quand je travaille, je me fais taper dessus à chaque fois. Et c'est ça qui peut être intéressant, c'est qu'on a 2 méthodes très différentes, je pense. C'est ça, j'ai envie de creuser. Qu'est-ce que ça apporte d'être très local ? En fait, ce que je partage, c'est nous on se déplace beaucoup. C'est-à-dire que je pense que le physique est très important, d'aller voir les dirigeants dans leur entreprise. Ça montre aussi un respect par rapport à leur activité, de pas rester trop sur des visios très très froides. Mais toi, tu le sens qu'être à Bordeaux, à Angoulême, ça résonne pour les dirigeants. Après, je pourrais te donner aussi une réponse que m'avait fait un dirigeant par rapport au fait d'être à Paris ou d'être dans sa région. Mais qu'est-ce que ça... Nous, on essaie de faire partie de leur écosystème. C'est-à-dire qu'on fonctionne quasi à 100% en recommandation, en bouche à oreille. Et donc, en fait, si tu es bien implanté sur un territoire, le territoire parle de toi et donc tu as des deals. Et donc, tu es encore plus présent dans le territoire. Nous, on a pas mal bataillé la place d'Angoulême. Il s'avère que je suis angoumoisin, c'est pour ça que je suis très attaché. Mais on a pas mal bataillé avec un confrère la place d'Angoulême. Il a arrêté son activité cette année. Donc, je pense qu'on est un des principaux acteurs avec les acteurs bancaires en local. Mais voilà, nous, c'est nos clients qui nous recommandent. On est présent au MEDEF en local, on est présent dans les associations de dirigeants d'entreprise en local. Et donc, on est reconnu par l'écosystème pour pouvoir intervenir. Et en fait, c'est moi mon objectif, c'est quelqu'un qui dit ce matin j'en ai plein, enfin ça y est là, j'en ai plein le dos, je veux vendre. Ah bah appelle CFT à Bordeaux, tu vas voir, ils vont bien s'occuper de toi. Vas-y. Et en fait, nous, notre objectif, notre stratégie, elle est là-dessus, c'est participer à l'écosystème économique et associatif en local pour que ce soit les clients, les prospects qui viennent à nous. Et on fait pas de prospection. Voilà. Nous, okay. Alors les jeunes chez moi
font de la prospection parce qu'ils doivent s'implanter sur leur territoire. Mais moi, par exemple, je n'ai pas fait un mail sortant depuis quelques années. Et en fait, les clients viennent à moi via cette stratégie de surprésence, on va dire. Et pour répondre à ta question, nous, le premier rendez-vous, il est physique. Le deuxième ou troisième rendez-vous pour la signature du mandat est très souvent physique. On fait une visite pour programmer le mémo. Toutes les visites, alors on fait pas mal de sociétés industrielles, donc forcément, tu visites les sites industriels, on est systématiquement présent. Les réunions de travail, on essaie d'en faire un maximum en physique également. Voilà, on a aussi on se déplace beaucoup parce que on a les clients qui sont attachés à ça. Aujourd'hui, la visio est ultra répandue, mais ils sont attachés à ce qu'on vienne pour comprendre comment ça marche, comment ça tourne, et c'est important pour nous. Et ça permet en plus de montrer nos trombines et du coup de faire du réseau encore plus, etc., etc. Je vais enchaîner après là-dessus. La remarque que nous avait fait un dirigeant, à l'inverse, et ça avait aussi accentué notre présence à Paris, c'était qu'il voulait pas travailler avec deux conseils locaux par souci de confidentialité. C'est-à-dire que quand on est très présent dans un écosystème aussi, c'est plus dur de convaincre sur la confidentialité par rapport à ses voisins, par rapport à ce que les employés pourraient apprendre. Je me souviens, c'était un dirigeant industriel, il avait appelé ça Radio Copo. C'était que tous savaient dans l'industrie de sa région. Et le fait qu'on soit à Paris, qui donne tout de suite l'impression d'une place très grande et très floue et donc moins connectée. On a cet aspect-là avec Bordeaux. En fait, nous, les bureaux à Angoulême, c'est une salle de réunion, hein, on va pas se le cacher. Moi, j'y suis un jour par semaine. Voilà, c'est la règle que j'essaie de me fixer. À Jeun, ce sera pareil. Mais sauf que le soir, quand t'es au bar et que tu peux éventuellement discuter et mettre un mot de travers, je suis pas en région. Et ça, les clients sont assez attentifs à ça. C'est que on connaît le périmètre, mais on n'est pas dedans. C'est comme ça qu'on arrive à relativiser cet aspect-là, parce que de fait, je pense que la pertinence de notre modèle, elle est dans le fait qu'on est connu par les dirigeants, mais déjà moins par les salariés, moins reconnu par les salariés, ce qui fait qu'on arrive à quand même avoir un certain anonymat. C'est important, ouais. Et si on en vient à un élément intéressant, parce que j'ai le sentiment que ce qui te démarque, c'est aussi une capacité à être présent dans des associations locales, tu as cité le MEDEF ou d'autres de dirigeants. Ce que je trouve dur dans ce type d'activité, c'est de pas paraître trop commercial, de simplement être dans de la relation transactionnelle. Comment toi, tu as développé des relations dans ces associations? Est-ce que tu proposes des conférences sur ton métier? Est-ce que tu animes justement des workshops? Voilà. Si tu as un peu un retour d'expérience après cette dizaine d'années à essayer de t'implanter dans ces associations, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir cela? Alors, j'ai j'ai fait beaucoup de choses parce que ça me tient à cœur. J'ai été prof à l'école de commerce pendant longtemps, j'ai fait des cours à Dauphine, j'ai animé des workshops, j'ai animé des conférences, j'ai fait des ateliers, on a mis en place tout un tas de choses. Je l'ai pas dit en introduction, mais j'anime également un podcast, Confidence d'entrepreneurs au pluriel, qui a un double objectif. Premièrement, c'est de revenir sur le parcours de dirigeants d'entreprise et de faire un zoom pédagogique sur un sujet, un thème qui nous intéresse particulièrement, parce que le but, c'est un podcast pour apprendre à entreprendre, en fait. C'est de donner toutes les clés. Et aujourd'hui, c'est un excellent moyen de discuter parce que tu l'as très bien résumé. T'arrives dans une réunion, tu te présentes, voilà, Thomas Fertin, je fais de la fusion-acquisition. Ah, je veux pas vendre. Oui, tout va bien. Je suis là aussi pour manger des petits fours et boire des coups. Hein, tout va bien. Mais peut-être qu'un jour, non, je suis pas à vendre. Oui, voilà. Pendant 10 ans, j'avais rien à vendre et on va dire qu'on a été assez mal perçu parce que la banque d'affaires, le broker, c'est le nouveau mot à la mode en ce moment. Je sais pas si vous l'avez aussi, mais c'était assez mal perçu. Et aujourd'hui, on arrive, de par le podcast et un peu plus de visibilité sur ce qui nous tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup transmettre de l'info. C'est quelque chose qui est assez fondamental chez moi. J'aime beaucoup expliquer. J'adore ce que je fais, donc forcément, j'adore l'expliquer. Et via le podcast, on arrive à être moins identifié comme un rapace qui cherche absolument des boîtes à vendre, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est aussi assez égoïste, mais le CJD, le réseau Entreprendre, le MEDEF, il y a souvent des conférences. Nous-mêmes, on apprend des choses qu'on peut redonner à nos clients. Je l'ai pas dit en introduction, mais on se considère pas comme une banque d'affaires. On se considère comme un cabinet de conseil pour les dirigeants et actionnaires. Alors c'est subtil, mais la subtilité existe, c'est que nous on intervient quand il y a une problématique sur l'actionnariat. Vendre la totalité de tes titres, très bien, on va faire un mandat de cession. T'as pas de repreneur interne ou intrafamilial, et dans 3 ans tu pars à la retraite, pas de problème. On va t'accompagner, on fait des accompagnements long cours, on appelle ça, où on accompagne les dirigeants jusqu'à une cession à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que sais-je.
et où on va préparer la fiscalité, préparer la compta dans l'optique de céder. Quand on nous dit moi je veux racheter, on va faire une stratégie de build-up. On commence par ça et on fait un diagnostic. Quand il y a une sortie de minoritaire, pareil, on fait de l'intermédiation comme ça. Quand il y a une levée de fonds, pareil. On va dire que nous, la cession, c'est 60% de ce qu'on fait. L'acquisition, 20-25%. Et le reste, c'est du conseil. On fait 10-15% aussi où on fait diagnostic. Et voilà, on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Avec votre avocat et votre expert comptable, ça suffira. Donc, on se positionne plus comme conseil. Et moi, c'est ce que j'essaie de promouvoir. Je veux pas absolument vendre à tout prix tout le temps. Nous, notre objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée chez les clients. S'il y a de la valeur ajoutée, il y aura des honoraires. Donc, c'est la base du conseil, pour le coup. C'est vrai que c'est là où je pense qu'on se différencie. Moi j'ai un peu un positionnement inverse de vouloir être un ultra spécialiste, c'est-à-dire tant spécialiste de la transaction, de la cession de PME et vraiment de rester sur la transaction. On fait pas de mandat un peu hors scope comme des rapports de valorisation ou du conseil, et de se spécialiser aussi sur des métiers, l'ingénierie, le service technique du BTP, et se limiter à des mandats là-dessus. Nous, c'est l'inverse, tu vois, par exemple. Nous, on s'interdit café, hôtel, restaurant, retail, viticulture. Bon, à Bordeaux, viticulture, c'est important de le préciser. C'est un autre métier. Voilà, nous, on sait pas faire. Faut savoir rester humble et rester là où t'es bon. Mais tu vois, par exemple, on a un dossier il y a 1 an. Le dirigeant arrivé à maturité, il est un peu à la croisée des chemins. Il est encore un peu jeune, mais voilà. Il veut vendre dans un marché qui consolide, dans le domaine du bâtiment. On va voir les 4 groupes qui consolident le secteur. Les 4 groupes nous disent, rappelez-nous quand vous faites 3 ou 4 millions de plus. Bon, un peu décevant, mais c'est comme ça. Et du coup, on décide de partir sur des cibles plus petites. Et pendant qu'on fait le tour du marché, il y a une cible qui nous dit, non, moi je n'achète pas, mais c'est plutôt l'inverse. Ça nous intéresse, qu'est-ce qui vous arrive, etc. On allait visiter la boîte, on a fait un diag sur la boîte. Diag, c'est force, faiblesse, opportunité, menace, ça c'est le SWOT classique, mais c'est surtout où est-ce qu'il en est, où sont les points d'attention, et si on doit se placer pour faire une EOI, comment on la construit. Chez nous, on appelle ça un diag, mais c'est un mini-mémo acquisition finalement. Qu'on fait, qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas, mais en tous les cas, il existe. Et on fait cette démarche systématiquement dès qu'on rencontre quelqu'un. Et du coup, je suis retourné voir mon client en disant, a priori, les 3-4 qui consolident le secteur, vous les intéressez pas aujourd'hui. Il y a telle cible qui peut vous permettre d'atteindre ce niveau-là. Nous, on pense que c'est intéressant parce que par rapport à vos lacunes à vous, les boîtes se complètent bien. Si vous voulez, on transforme notre mandat de cession en mandat d'acquise. C'est ce qu'on a fait. On a fait l'acquisition. Voilà. Ça, c'est là où je dis on est conseiller de l'actionnaire sur ces problématiques. C'est mon schéma actionnarial ne me convient pas. Il faut que ça change. Pas de problème. On va regarder toutes les opportunités qui existent et on va rester souple. L'agilité chez nous, c'est vraiment le truc le plus important. C'est le cahier des charges du client. Qu'est-ce qu'il veut intrinsèquement, dit ou pas dit. Attention, il y a ça aussi. On va essayer d'aller trouver des solutions pour aller apporter la solution à notre client. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas une banque d'affaires. Déjà, on n'a plus le droit, attention, depuis janvier, d'utiliser le terme banque. Mais voilà, moi, je me suis jamais identifié comme ça. Moi, je suis rentré dans le M&A par le conseil. C'est ce qui m'a toujours intéressé. C'est très cool de faire des OP, attention. Mais il faut que l'OP serve le client, le conseil et le cahier des charges du client. On va probablement en parler tout à l'heure, mais tu vois, dans nos mandats, on met pas de prix minimum. J'ai pas toujours fait ça. Avant, je le faisais. Maintenant, on le fait plus. Par contre, on met un cahier des charges. Mon objectif, c'est de pas accompagner. Enfin, de faire un accompagnement court. Mon objectif, c'est pas de complément de prix. Mon objectif, c'est ci, ça, etc. On met une tranche de valorisation souhaitée et non pas minimum obligatoire, etc., etc. Et nous, notre objectif, c'est donc de faire cet appel d'offres comme toutes les boîtes de M&A qui existent et d'arriver à matcher le maximum de critères possibles, voire tous les critères. Mais les critères de cession sont aussi importants que le prix et la valorisation. De toute façon, si le dossier doit se faire, il se fera à la valo qu'on a indiqué. Parce que nous, on préconise les valos naturellement quand on pitch. Ceux qui sont trop gourmands, on prend pas. Mais voilà, l'objectif, c'est aussi important d'incentiver les conditions que la valo. C'est intéressant parce que ça pose là deux visions et on a eu cette question même au début au lancement d'Integrity. Est-ce qu'on s'ouvre de manière opportuniste? On a pu avoir des mandats qui sortaient un peu du scope. Le premier scope, c'était l'industrie en général avant de se recentrer sur le service à l'industrie, donc l'ingénierie ou le service au BTP. Et c'est vrai que ça nous empêche parfois de travailler sur la durée avec des dirigeants, ce qui est passionnant intellectuellement et même humainement, comme tu dois le constater, parce qu'on est lié à cette transaction et donc à un moment bien défini. À l'inverse, ce qui, je pense, nous permet d'être parfois efficace dans les missions, c'est le fait que vu qu'on reste sur les mêmes marchés, les mêmes secteurs,
Vu que on reste sur la transaction, en fait, ma journée comporte une multitude de calls avec des acquéreurs du secteur. Vu que c'est toujours les mêmes, en fait, j'ai tendance à les connaître en amont des transactions, vu que je sais que je vais faire des transactions là-dessus. Et ça permet après d'affiner le positionnement du mandat par la connaissance des acquéreurs. Nous, tu vois, on a des verticales. Attention, hein, le domaine du print. Alors, j'ai eu la chance de travailler pour plusieurs groupes qui faisaient du build-up. On a fait de l'accompagnement pluriannuel, donc il y a certains marchés qu'on connaît très bien. Mais tu vois, par exemple, par rapport à vous, nous, on s'engage dans nos mandats à ne pas faire un dossier du même secteur en même temps, tant que le dossier n'est pas en exclu. Tu vois, en ce moment, on a une ESN. Je ne signe pas d'autres mandats avec une ESN tant qu'on n'est pas sous LOI. À partir du moment où on est sous LOI, je dis, bon, bah voilà, il n'y a plus de conflit d'intérêt. Je ne vais pas envoyer un acheteur sur un dossier A alors que j'ai le dossier B à côté qui pourrait être pas mal. C'est notre philosophie, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu vois, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait un mandat au long cours où on a travaillé pour une fonderie. KPMG avait fait un super rapport de valo disant que ça valait entre moins 1 million et plus 1 million. C'était bien avancé. Et du coup, ce que j'ai vendu au cédant, on réorganise la boîte, on sort les actifs qui servent à rien, on ferme une filiale qui est déficitaire, on fait monter le numéro 2 en vrai numéro 2, on fait des comptes rendus de réunion, on structure la boîte réellement, on sort l'immobilier, accessoirement l'immobilier était dans les titres, il était payé sur amorti, etc. Et donc on a fait un leaseback sur l'immobilier pour faire rentrer du cash, pour rembourser un certain nombre de dettes, bref. Et on a mis en session la société. Après avoir fait tout ce petit cheminement, on a très bien valorisé la boîte. Très très bien, alors qu'elle était à vendre depuis un certain nombre d'années. Et donc, nous, fort de ce constat, on fait le tour du monde de la fonderie. Bonjour, on a vendu telle fonderie qui était invendable, qui était à vendre depuis 3 ans. Nous, on a fait un mandat sur 18-24 mois. Regardez, on y est arrivé, on est trop fort. Et ce qui fait que je fais une fonderie tous les 18 mois, depuis 2018. Voilà, on a certaines verticales qui nous intéressent. La plasturgie est un domaine qui nous intéresse. Je suis fils de plasturgiste, donc j'ai une certaine impétence pour le plastique fondu. Nous, ce qu'on veut pas, c'est se spécialiser. Notre spécialité, c'est le territoire. Voilà, finalement, c'est notre raisonnement. Bon ou mauvais, aucune idée, on verra dans 30 ans. Mais en fait, le sujet aussi, c'est que quand t'es de Paris, t'es à 2 heures de tout. Je schématise un peu, mais c'est quand même une idée. Je rêvais d'avoir un cabinet à Paris avec un mec que tu puisses envoyer dans n'importe quel train, qui puisse aller voir n'importe quelle boîte sous 2 heures. Rêve absolu. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a un territoire qui est assez éclaté. On est la plus grande région de France. On a une région où il y a beaucoup d'agro. Il y a encore un peu d'industrie. Bon, il y a de la viticulture, etc., etc. Donc, on a un biotope économique qui fait qu'on peut pas se spécialiser. Ou alors, moi, j'ai connu un cabinet de M&A qui était spécialisé dans le transport. Alors, c'était formidable pendant une période faste, 2015-2018. Il y a quand même moins d'OP, il y a moins de boîtes à vendre. Aujourd'hui, je pense qu'ils cherchent un peu à se diversifier. Mais une fois que tu es rentré dans ta verticale pure, je trouve que c'est se mettre des freins. Voilà. Quand ta thèse d'investissement, c'est plutôt le territoire. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une salle de réunion toutes les heures. Voilà. Pouvoir éclater tout le territoire comme ça et avoir des associés en local qui maîtrisent leur territoire. Et je voudrais revenir sur un mot que tu as dit au début, c'est le mot broker, qu'on te lance là régulièrement, ce que tu me disais. Et pour moi, il fait l'erreur principale d'associer, alors le banquier d'affaires, tu veux pas utiliser ce terme, mais ou le conseil en transaction, en session d'entreprise, à sa valeur ajoutée principale qui est la mise en relation. Bon, pour nous, justement, ce que je te disais à l'instant, si on s'est spécialisé, c'est qu'on considère que bien connaître les acquéreurs des secteurs, c'est primordial. Et donc, la mise en relation avec les bons pour mettre de la concurrence et bien les adresser, c'est important. Mais je suis quand même persuadé que notre valeur ajoutée, elle est vraiment pas limitée à ça. Et que si on veut obtenir le meilleur prix ou les meilleures conditions, c'est surtout une importance dans quel process on met en place. C'est quelque chose qui est très évident et très reconnu dès qu'on passe sur du M&A mid-cap, large-cap, parce que souvent, les acquéreurs, il y en a 2, 3, tout le monde les connaît. Donc oui, rentrer en contact au bon moment, par la bonne manière, c'est important. Mais ce côté mise en relation ou connaître les acquéreurs sont évidents. C'est plutôt la manière de mener son processus. Et je trouve que essayer de l'amener, ces qualités-là, cette rigueur, ces étapes du processus vers le small cap, c'est important. Et c'est souvent l'axe le plus compliqué à faire passer à un dirigeant. Pourquoi mettre en place ce processus qui peut paraître un peu lourd parfois, qui demande des frais parce qu'on va facturer un forfait d'engagement et pas simplement une commission de succès comme si c'était simplement de la mise en relation. Mais par contre, j'ai fait un épisode là sur comment mener un processus. Ça m'a passionné d'y réfléchir, de regarder comment on peut optimiser chaque petite étape. Mais c'est vraiment une conviction forte et à chaque fois, j'adore être face à un dirigeant qui me challenge là-dessus parce que ça permet de mettre en lumière ce qu'on fait dans la transaction. Toi, qu'est-ce que t'en penses là quand t'appelles broker, qu'est-ce que tu dis?
Alors déjà, je le prends mal, mais non. Moi, ce que je leur explique, c'est que notre métier il est pluridisciplinaire déjà pour commencer, et on est le chef du chantier session quand on est sur un sujet de session. Mais déjà, nous, avant de commencer, dans nos lettres de mission, on propose de mettre en relation, si la personne a déjà un CGP ou un avocat fiscaliste, on propose déjà la première réunion de travail de le convier, le CGP ou l'avocat fiscaliste. Parce que notre premier métier, c'est la définition du projet, le fameux cahier des charges. C'est mignon de vendre, mais pour faire quoi? Est-ce qu'on peut optimiser la fiscalité parce que tu veux t'acheter un bateau, tu veux partir vivre à l'étranger ou tu veux filer un coup de main à tes enfants? C'est pas exactement la même fiscalité, la même session. Donc nous, la mission, elle démarre là. Ok, on vend quoi? Pourquoi? Le fameux la chose et le prix. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on vend à peu près à quel prix? Quel est le persona de l'acquéreur? Est-ce que tu veux vendre un MBI? Nous, il s'avère qu'on fait du MBI. On a des confrères qui n'en font pas, qui ne veulent pas en faire. C'est pas toujours ce qui est le plus simple. MBI reprise personne physique, pardon. Nous, on en fait. Parce que on a certains MBI qui ont des profils intéressants. Tu vois, on parlait d'association. Je suis au CRA depuis 2016. Voilà, j'ai 250 repreneurs personnes physiques avec au moins 350 000 euros d'apport en portefeuille dans mon CRM. On ne fait pas d'acquisition pour les personnes physiques, mais par contre, on leur propose des dossiers quand ils sont éligibles par rapport au cahier des charges qu'on a institué. On a des clients. Je veux pas que vous appeliez mes concurrents. Bon, bah, ok. Bah, sur un marché de 100%, vous allez adresser 30%. Ça veut pas dire qu'on va pas y arriver. Ça veut dire que c'est pas déjà une chose simple de vendre. Là, ce sera un peu plus dur. Mais voilà. Et en gros, donc, la chose, le prix, quel est le persona de l'acquéreur? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quel est l'axe commercial? Parce que t'en as parlé. Ah ouais, il y a du process, etc. Mais on va vendre. C'est un métier de vendre. Si tu dis à un mec qui, tiens, prends ce PC, vends-le, il va falloir qu'il trouve un angle commercial pour vendre le PC. Bah, une boîte, c'est pareil. Et tu vois, par exemple, dans le bâtiment notamment, on a pas mal de gens qui nous disent enfin bon, vous comprenez rien à mon business, comment vous voulez le vendre? Je suis pas là pour... C'est un CMiste qui se reconnaîtra peut-être, qui m'en a parlé, constructeur de maisons individuelles. Je lui dis mais je suis pas là pour vendre des maisons, je suis là pour vendre une boîte qui construit des maisons. Et mon métier, c'est de vendre des boîtes. J'en ai vendu 80 dans ma vie. J'ai une petite idée de comment on fait. Vous l'avez créé, vous l'avez jamais vendu, bah, j'ai 80 fois plus d'expérience que vous finalement. Et voilà, notre métier, c'est la session. Enfin voilà, et c'est pas d'être un expert dans le domaine d'activité de la personne concernée. Donc une fois que tu as le cahier des charges, tu fais la documentation financière. Pour moi, c'est 5% du boulot. Faut avoir des mémos. Nous, on a des mémos très marketing, très axés marché, stratégie. On fait des préconisations post-session, ce qu'il faudrait faire. Alors, tu as les retraitements avec une certaine réorganisation, mais aussi on fait des études de marché un peu poussées. On suggère, bon bah voilà, vaut mieux partir là-dessus. Cette boîte, elle est bien parce que il y a le bon axe pour développer tel sujet, etc., etc. On n'est pas obligé de le faire, mais nous, le but, c'est comme un agent immobilier, il faut que l'acquéreur il se projette dans le projet dès la première lecture. Et ça, c'est l'objectif. Après, quand on envoie le mémo, il y a un rendez-vous individuel de 2 heures obligatoire avec nous en visio. Là, le but, c'est de débriefer le mémo, donner le contexte, le hors mémo, etc. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est quel est le projet de l'acquéreur? Est-ce que ça va matcher avec notre fameux cahier des charges de départ? Parce qu'on filtre. Là, tu vois, en ce moment, on est en train de vendre une société, on a organisé 9 visites. Mon client, il me dit, putain, Thomas, arrêtez, quoi. Je dis, oui, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a eu 14 personnes qui ont voulu vous rencontrer. Moi, j'ai déjà préfiltré. Parce que je sais que ça va pas matcher avec vous, parce que je sais que le projet va pas vous brancher, parce que il a l'air plutôt radin et qu'il mettra pas le niveau d'apport qu'on cherche, etc., etc. Et après, bon, bah, le but, c'est d'organiser un appel d'offres privé. Moi, c'est comme ça que je le résume, mais on contacte tout le monde sous moins d'une semaine. On fait une liste, bien sûr, des contreparties qu'on valide avec les clients. Et à partir du moment où la liste est validée, nous, on contacte tout le monde sous 10 jours. Tout le monde a la même info à la même heure. On date nos mémos également. Parce que s'il y a une modification sur un mémo, on veut tracer qu'est-ce qu'on a dit à qui. C'est con, mais quand t'as des V1, V2, t'es content. Donc voilà, on contacte tout le monde en même temps, on signe les NDA, on envoie les mémos quasiment tous en même temps. Ils doivent marquer rendez-vous avec moi sous 2 semaines, obligatoirement. Et après, on organise les visites. Les visites, roadshow, enfin, tu sais comment ça marche. Et le but du jeu, c'est tel jour, telle heure, on reçoit les LOI. Petite spécificité qu'on a, je sais pas comment toi tu fais, mais nous, on n'a pas de process letter. Je suis pas un ayatollah, le dossier doit se faire naturellement, en fait. C'est les acquéreurs qui guident le tempo. Si on a beaucoup de succès, on va aller très vite. Si on a peu de succès, on va se donner le temps au retardataire de récupérer le train. Et comme ça, nous, on s'adapte. Encore une fois, on parlait d'agilité tout à l'heure, nous, c'est ça notre objectif. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de vendre le plus vite possible, c'est le mieux possible. Et après, une fois que la LOI est signée, t'as tout un travail de coordination avec les avocats, les experts comptables, etc. Où là, pareil, on essaie de faire travailler un maximum de conseils en local. Et donc, de plus en plus, on connaît de plus en plus le territoire. Et donc, on essaie de faire travailler régulièrement les mêmes personnes.
Et notre dernier métier, le 5e métier, c'est le coaching du dirigeant. Nous, on les appelle, on leur fait un débrief au moins une fois par semaine, ou tous les 15 jours maximum. On va les voir au moins une fois par mois pour faire un débrief sur le current trading, les bidas, est-ce qu'il y a eu du mouvement sous-sell, une sortie, une entrée, etc., etc. On en est où dans le business? Qu'est-ce que raconte Planète Bâtiment? C'est quoi les ragots? C'est quoi les ragots, etc., etc. Mais voilà, nous, notre organisation est comme celle-ci parce qu'on a un terreau fertile pour travailler comme ça. Et c'est comme ça que j'entends, moi, travailler. Je l'ai pas dit, mais j'ai reconstitué une nouvelle équipe il y a 2 ans. Donc, j'ai un point de vue un peu plus extrémiste qu'il y a quelques années. Mais nous, l'idée, c'est maximum 5 dossiers par tête. Il faut être en mesure de passer une journée par client par semaine. Ce qui fait que quand on est à 4 dossiers chacun, on envoie moins de lettres de mission. On est beaucoup plus exigeant sur la sélection des clients. Parce que voilà, c'est pas de la flûte quand on dit qu'on passe beaucoup de temps avec eux. C'est littéralement on passe beaucoup de temps avec eux. Nous, on veut savoir exactement ce qui se passe dans la boîte. Et c'est ce qui est agréable pour les clients, pour les acquéreurs, parce qu'on connaît très bien les dossiers et on est en surréactivité tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est le but. Mais ça, je partage énormément. C'est-à-dire que de notre côté, on considère aussi qu'avoir 4-5 dossiers, je pense que le nombre que tu cites, c'est le bon. 4-5 dossiers par personne, c'est le maximum. Pour pouvoir les traiter sérieusement et justement connaître la société, mais aussi ne pas lâcher les acquéreurs, les relancer, discuter avec eux, les fatiguer pour voir qui est véritablement intéressé, être capable d'être réactif dans les réponses. J'ai plus de mal à imaginer comment faire ce métier quand on commence à atteindre 15-20 mandats en même temps. Ça m'est déjà arrivé de l'entendre. Je l'ai eu fait. Ouais. Et j'ai plus jamais. Enfin, déjà, tu connais pas tes chiffres. Tu confonds les dossiers. Tu regardes dans ton agenda. On a une visite à tel endroit. Bon ok, c'est parti. Tu sais pas qui est l'acquéreur. Enfin, non, je l'ai eu fait. Et c'est pour ça que je suis devenu extrémiste. C'est que je ne veux plus rentrer dans ces travers. Nous aujourd'hui, on est une petite équipe. On est 4. L'objectif, c'est de le rester le plus longtemps possible. Le KPI qu'on suit, c'est le taux de transfo. Et sur ces 2 dernières années, on est à 100%. On a perdu des clients cette année qui n'ont pas passé l'été, malheureusement, qui sont rentrés en procédure collective. Donc, bon, est-ce que c'est de ma faute? Non, parce que c'est un problème de cash. Mais voilà, aujourd'hui, on est à 100% de taux de transfo. Ça veut dire qu'on a trouvé systématiquement une solution qui n'était pas forcément la solution de base. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le mec qui voulait se vendre et finalement on a acheté, c'est une solution. Voilà, c'est vraiment le KPI qu'on suit. Et après, tu m'as demandé ce qu'on faisait, nous, au niveau des process letters. C'est vrai que, alors, moi, c'est un élément que je trouve vraiment important, sur lequel on axe beaucoup le processus. En fait, ma conviction, c'est que les acquéreurs, si on les bouscule pas, si on leur donne pas des timings, ils ont tendance après à se mettre dans une zone de confort. Et j'ai plus, t'as dit, on va attendre que les acquéreurs dictent le tempo ou plutôt maîtrisent le tempo. Moi, c'est vraiment l'inverse. Je veux leur dire, voilà, la LOI, elle doit être reçue à ce moment-là. Et donc, pour recevoir une LOI, les visites, ça sera entre 2 et 3 semaines. Donc, on va envoyer le mémo à ce moment-là. Les phases de Q&A pré-visite, là, je fais le process à l'envers, mais les phases de Q&A pré-visite, ça sera dans cette zone, à cette semaine-ci ou celle-ci. Et j'ai le sentiment que, de toute façon, s'ils sont intéressés, ils se plient à ce timing. Et là, tu détectes qui est véritablement intéressé, même si tu les bouscules un peu. Peut-être. Parce que tu es sur un marché que tu connais par cœur. Moi, tu vois, on a vendu l'année dernière une boîte de remaniement, de rechapage de mobil-home et de vente de mobil-home d'occasion. Marché, je connais rien. Je n'ai jamais foutu les pieds dans un camping de ma vie. Qu'est-ce que ça vaut? Bon, les cash flows montraient que ça valait. Mais bon, pas trop le droit d'appeler les acteurs du secteur, les indus. Donc, quasi uniquement MBI. Comment le marché du MBI va comprendre le dossier? Parce que moi, ce qui m'a excité, c'est 5,5 millions de chiffre d'affaires, 1,5 million d'EBITDA, avec encore de la marge pour faire des retraitements, 0 CAPEX, 0, rien du tout, 5 salariés, 3 membres de la famille. Comment tu identifies le dossier? Est-ce que c'est une daube parce que tu n'as que des membres de la famille? Enfin, 2/3 des effectifs, c'est de la membre de la famille. Il y a un gros intitut personae, il n'y a pas un PC sur une table. Les stocks, ils étaient sur un tableau Velleda. Et je dis au client, mais attendez, il y a une fuite dans le toit, vous avez plus de stock. Ouais, mais c'est pas grave, on se débrouille, on se démerde. Là, moi, j'ai regardé mon fichier de MBI et je me suis dit, bon, allez, il y a 4-5 fous furieux qui vont y aller parce que eux, ils vont comprendre les cash flows. Et finalement, on a eu beaucoup de succès sur le dossier. Et du coup, moi, j'avais dit à mon client, bon, on va faire 3 mois de commercialisation, le temps d'arriver à amener suffisamment de gens sur le dossier pour pouvoir faire jouer les LOI, parce que c'est ça le but. Finalement, pendant 15 jours, calme absolu. Personne ne répond. Et au bout d'un moment, il y en a un qui a compris. Bon, les MBI parlent entre eux. Il y en a un qui a compris la plus-value. Et on a eu 5 demandes de mémo dans la semaine.
Et donc, si tu imposes le timing de base et que finalement t'es pas dans le tempo, t'es pas dans le timing, tu passes pour un peintre. Et c'est pour ça que nous on adapte systématiquement. Mais par contre, on dit la même chose à tout le monde. Tu vois, le SN, on a eu beaucoup de succès sur le dossier. J'ai raccourci le process de 3 mois. Sauf que personne ne le sait parce qu'il y a que moi et mon client qui connaissent le timing initial. Mais c'est l'enjeu. L'enjeu il est là-dessus. C'est vraiment on adapte le dossier et le process au dossier et au marché. Tu vois, par exemple, j'ai une autre fonderie qu'on a vendue il y a quelques années. Le marché a mis beaucoup de temps à démarrer. Et d'un coup, il y a un gros qui a voulu y aller. Donc, on a raccourci le tempo parce qu'on savait que c'était lui qui allait acheter. Et une fois que lui avait répondu, avait mordu l'hameçon, on s'en fout des autres. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Non. Mais je comprends, la process letter, c'est vachement bien. Mais je pense que ça marche surtout quand tu es sur un marché que tu connais très bien. Et tu sais quel est l'acquéreur, etc. Nous, dans 80% des cas, quand je vais visiter une boîte, j'ai aucune idée à qui je vais la vendre. Aucune idée. Déjà, je sais même pas de quoi on parle, souvent. C'est pour ça qu'on s'adapte systématiquement. Et si on en vient sur un autre sujet qui m'interroge et on en parlait, je crois hier par téléphone, c'était le MBI. Et là, tu l'as cité plusieurs fois. Quelles sont pour toi les difficultés des process M&A qui incluent une majorité, ou en tout cas quelques-uns, de repreneurs personnes physiques? Quelles sont les forces, les avantages et aussi les faiblesses, la difficulté par rapport à ce que tu vois quand tu traites avec des corporates? Ils ont des forces. Clairement, c'est que tu vends un projet. Ce que j'explique moi à mes équipes, c'est à la fin de la foire, un dirigeant entrepreneur qui a créé sa boîte ou qui l'a racheté et ça fait 10 ans qu'il est dedans, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie entrepreneurial. Et on va le vendre. Alors, un très, très gros groupe, le projet de vie entrepreneurial, il est un peu en sourdine. Mais si tu le vends à un mec qui fait la taille équivalente, il va doubler de taille, ça va avoir des gros enjeux pour lui. Et donc, à MBI, c'est pareil. Alors lui, c'est 100% d'enjeu. Il fait all-in. Donc, parce que sa source de revenus, c'est là où il met l'argent. Donc, il saute sans parachute. Donc, moi, c'est ce que j'explique aux équipes, c'est n'oubliez jamais que c'est un projet entrepreneurial qu'on va vendre à un autre projet entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'on a des mémos très axés sur la strat. C'est que c'est ce qu'on cherche. Donc ils ont une force, c'est que ils vont parler entre guillemets d'entrepreneur à entrepreneur. Si le mec a une façon de raisonner d'entrepreneur, on a beaucoup de profils assureurs, banquiers, conseils à Paris, à la Défense. Les mecs sont complètement déconnectés et ils pensent qu'ils sont entrepreneurs parce que ça fait chic dans les dîners. C'est pas une majorité, attention, mais il y en a un certain nombre. Après, il y en a aussi un certain nombre qui veulent racheter une entreprise. Enfin, ils pensent qu'ils veulent racheter une entreprise, mais en fait, ils cherchent un boulot. Et ils cherchent un poste de DG en entreprise, mais sans les risques, parce que ça serait trop beau. Donc, ceux-là, on les évacue, on les identifie de mieux en mieux et on les évacue. Et comment tu les identifies? 11 ans d'expérience. Non, en fait, nous, on rencontre 100% de nos MBI. Dès qu'on a une prise de contact, moi, on les rencontre en visio. On passe une demi-heure, 3/4 d'heure avec eux pour discuter. Je les teste, je leur envoie un dossier, je vois comment ça réagit. Et en fonction de la pertinence des réponses, tu sais de quel côté du Rubicon il est, à peu près. Hein. Mais voilà, il y a des éléments. Tu vois, je cherche France entière. Ouais, ok, j'ai une boîte à Limoges. Oh, non. Ah bon, ok. Mais vous cherchez quoi? Ah, moi, je cherche Bordeaux Intrarocade, une boîte industrielle, label endormi, pas cher. Moi, 3 fois le BE. Déjà, quand le mec commence par le multiple sans te donner le secteur, moi j'adore. Bon, non, t'as pas trop creusé le sujet. Déjà, moi, quand on me dit France entière, ok, mais alors il y a Brive-la-Gaillarde dans la France entière. Ah non, surtout pas. Moi, je veux être proche d'une grande agglomération. Voilà, c'est pas exactement le même projet. Donc, t'as un certain nombre de questions donc qu'on pose pour arriver à définir vraiment le projet. Le principal problème du MBI chez nous, alors c'est purement, là, c'est l'analyste financier qui dirige un cabinet de Fusac qui parle, c'est le taux horaire. Parce qu'un MBI, souvent, il est au chômage parce qu'il est en recherche de cible. Donc, il a beaucoup de temps, beaucoup plus que nous. Et donc là, on prend les travers du B2C. Alors, je suis exécrable. Thomas Fertin est exécrable. J'ai un niveau d'exigence très élevé, etc., etc. Quand t'es en B2C, t'es une fâcheuse tendance, ça devient un sale con, quoi. Mais non, je dis ça pour rigoler. Mais t'en as beaucoup, tu vois, ils t'envoient un texto à 8h59, on s'appelle à 9h. Non, en fait, moi, mon planning dans la journée est fait. Enfin, tu peux pas te greffer dedans, il y a un calendrier qui se promène sur Internet, tu as le lien, tu prends un créneau dans mon agenda. Mais tu ne m'imposes pas un rendez-vous dans 5 minutes. Ça marche pas comme ça. C'est quand tu réponds pas dans la demi-journée, ils te relancent par téléphone. Vous avez pas accusé réception de mon mail? Ouais, je reçois 150 mails par jour, etc., etc. Ça, c'est les travers. Attention, ils sont de mieux en mieux formés. Et là, c'est très important. Le CRA fait un excellent boulot par rapport à il y a quelques années où il faisait un très bon boulot aussi, mais la formation s'améliore. Et je vais te dire, on voit instantanément ceux qui sont passés par la formation CRA et non.
ou non. Je le capte en 3 minutes. 3 minutes top chrono. Et la formation CRA fait du filtre. Ils ont une session où ils vont être 50, ils vont être, je te dis une bêtise, 30 à finir la semaine. Donc déjà, eux-mêmes ont fait le filtre où les gens se rendent compte de ah ouais, en fait, j'avais un peu idéalisé le truc, finalement c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, le MBI, il a beaucoup de force parce que par rapport à un groupe industriel, il a du temps, il a le temps d'analyser, il se projette parce que c'est lui qui va prendre la place du dirigeant. On remplace un dirigeant par un dirigeant. Donc c'est quand même, c'est hyper bien. Il y a d'autres problèmes, c'est que, alors aujourd'hui, il y a plein de fonds qui les accompagnent. Le coût ils ont moins d'argent. Alors ils ont moins d'argent, ils ont moins de capital, mais néanmoins, il y a tous les outils de la planète pour faire en sorte qu'ils fassent des dossiers. Moi, t'es connecté à CF News, toi aussi, on voit des boîtes à 16, 20, 30, 40 millions qui se vendent à des MBI. Voilà, ils ont des niveaux d'apport parce qu'il y a les fonds derrière, etc., etc. Donc cette excuse-là, ils sont tous conscients que les fonds sont pas des grands Manitou très méchants, etc. À Bordeaux, on a une très bonne place financière également. On a des fonds qui jouent très bien le jeu sur le MBI. Donc on est plutôt bien lotis, nous, de ce point de vue-là. Donc voilà, le problème, c'est ils cherchent la pantoufle de verre qui n'existe pas. Et la boîte idéale, et d'ailleurs, je serais curieux d'entendre ta réponse, mais la pantoufle de verre n'existe pas, ou alors je l'aurais acheté moi-même. Ça m'est arrivé à 3 reprises de me dire, bon, attends, on va pas la mettre sur le marché, celle-là. Quand j'étais salarié, ça m'est peut-être arrivé d'écrire une LOI, ouais. Pour moi-même. Mais voilà. Est-ce que tu l'as envoyé? J'ai pas osé. Non, il y en a une que j'ai commencé à rédiger que j'ai pas envoyée. Il y en a une autre que j'ai envoyée, mais sauf que c'était proche du réseau Entreprendre de l'époque. Et il y avait une dame qui était professionnelle de ce secteur-là qui m'a parlé de la cible quasiment en même temps, à 2 jours près de quand j'ai envoyé la LOI. Et je me suis dit, on va me faire défoncer. Parce que, bon, d'une part, elle a beaucoup plus d'argent que moi. D'autre part, c'est une professionnelle du secteur. C'est pas moi qui vais passer. Et de fait, j'ai eu à peine un accusé de réception. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Mais d'expérience, là, tu vois pas des sujets de financement, c'est-à-dire des LOI, mais qui sont un peu factices dans le sens où ça va pas au bout parce qu'ils ont du mal à sécuriser. Parce que là, tu as parlé de l'apport, la partie fonds propres, qui peut être sécurisée par des fonds. Mais après, il y a la partie bancaire aussi. Comment tu vois les choses un peu statistiquement ou ton ressenti sur leur capacité à valider une LOI après? Nous, on est assez exigeants sur les LOI. On demande des LOI exhaustives. Tu as 2 philosophies. C'est pareil, je travaillais avec des confrères qui... Une LOI en 3 pages, ça leur suffit. Nous, on demande le niveau d'apport, le niveau de financement. Enfin, forcément, il y a une condition suspensive de financement, mais on demande le niveau d'apport, le niveau de frais, etc., etc. On essaye d'avoir quasiment un pré-protocole. Enfin, plus tu soulèves les sujets en amont, moins tu auras de problèmes plus tard. Donc, c'est mon côté fainéant, mais je préfère travailler plus dur au début et après être un peu plus cool. Et surtout qu'au moment de la LOI, t'as mis de la concurrence, t'as des autres options. Alors exactement. Que la LOI, la contrepartie, c'est souvent, à part quand t'arrives à mettre en place une phase 2, mais sinon la contrepartie, c'est de donner une exclusivité. Et donc, t'as intérêt à justement après à mettre un bon timing et à avoir clearé beaucoup de sujets parce que tu perds forcément un peu de rapport de force. Moi, c'est exactement ma philosophie, tu vois. Pour t'éclairer là-dessus, nous, les audits, c'est stop ou encore. Les audits sont suffisamment satisfaisants pour continuer à avancer, on avance. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ouverture de négo. Ils ne sont pas assez satisfaisants. Bon, là, on discute. Mais, ou on arrête, d'ailleurs. C'est le stop ou encore. On fait des commandats. On travaille avec des confrères. On travaille à 4 mains sur certains dossiers. Eux, ils acceptent des LOI que moi, j'accepterais pas, personnellement. Je trouve que c'est pas du tout assez précis, pas assez élaboré, etc. Mais non, on s'en fout, on avance. Les choses vont se faire naturellement. C'est pas ma philosophie. Mais voilà. Après, on a tous les deux été à peu près à la même école, je pense, quand on s'est formé en tant que salarié. On est cabinet hyper structuré et du coup, forcément, on applique ce qu'on a appris. Mais est-ce que tu demandes des justifications aussi sur le financement? Parce que là, ils peuvent le donner un montant dans la LOI, mais est-ce que tu demandes des lettres de confort des banques? Quand on a un doute, on le fait, ouais. Alors, je me suis fait avoir par quelqu'un qui m'avait, il y a quelques années, quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait X et en fait, il avait Y qui était 2 fois inférieur à X. Donc, depuis, quand j'ai un doute, on demande. Après, moi, j'ai une fâcheuse tendance à appeler des gens qui ont plus les moyens d'acheter les boîtes que l'inverse. C'est-à-dire que t'as un dossier à 1,5 million, on va dire. Moi, je vais appeler que les gars qui ont au moins 500 000 €. Ou 350 bien tassés, avec du love money, etc., etc. Tu sais qu'ils en ont sous le coude. Alors maintenant, il y en a moins, mais pendant un temps, tu vois, il y avait des MBI qui voulaient pas donner leur niveau d'apport. Moi, je leur disais, mais désolé, mon gars, mais je t'enverrai jamais un dossier. Je sais pas combien t'es prêt à mettre. Je peux t'envoyer un dossier à 10 millions comme un dossier à 1 million. J'ai quand même une certaine rigueur à avoir et j'envoie pas mes dossiers à n'importe qui. C'est ça, c'est surtout
comme tu dis, il faut filtrer les management press, donc les rencontres avec le management, et tu peux pas sérieusement organiser une rencontre entre ton client et un acquéreur si une des premières questions surtout si c'est un acquéreur personne physique, de combien il a, tu peux pas y répondre c'est à la première ton client. question. Ouais. Après, nous, pour revenir à ta question tout à l'heure sur le financement, on les incite très très fortement à s'orienter vers un courtier en financement. Il y a 10 ans, 11 ans, il fallait qu'on explique nos métiers. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un cabinet d'intermédiation. Moi-même, j'ai fait appel à un cabinet de courtage en financement, pour le financement de mes locaux. J'ai pas envie de m'en occuper. Il fallait faire le tour de toute la place. On n'avait qu'un bilan. On n'était pas le dossier le plus sexy de la planète. J'ai appelé un courtier. En 15 jours, j'avais 3 offres. J'ai choisi la bonne offre. Et en avant. J'aimerais, et je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs, que systématiquement, il fasse appel à un courtier, quoi. Parce que, en vrai, c'est un impact de quoi? 1-2% sur le montage. Non, t'es plus à ça près, de toute façon. Entre les avocats, nous et tout le reste, en vrai, t'es plus à ça près. Et par contre, t'es quasi garanti de trouver une solution. Attention, quasi garanti. Mais le courtier sera toujours meilleur que toi. Parce que le courtier, il fait 200 de financement par an. Il connaît tout le monde par cœur. Il sait exactement qui en est où. Si le banquier a pris une casserole sur un sujet dans le même domaine d'activité, il sait que ça sert à rien d'aller l'appeler et de passer à celui d'à côté. Et voilà, autant il y a un certain nombre de conseils où c'est plus ou moins utile. Moi, tu vois, il y a des mecs qui viennent pendant les audits avec des experts en industrie, etc. pour, on va réorienter les machines et tout. Attends, mon gars, occupe-toi de ton financement avant toute chose. Parce que en fait, c'est le dernier nerf de la guerre. Et si t'as pas ça, t'auras pas le reste. Donc, de toute façon, laisse tomber. Et voilà. Et tu vois, bon, là, je parle d'un cas d'école, c'est que les mecs sont venus pendant l'audit, ils ont dû dépenser un pognon fou pendant l'audit, ils ont pas eu le financement. Tout ça pour économiser 2%. Alors, c'était une transac à quelques millions, mais c'est ridicule. Donc, nous, on essaie de les orienter un maximum. Quand on a un doute, on demande une certification bancaire. Après, il y en a un certain nombre qui ont déjà les holdings. Donc, on demande les statuts ou les comptes et on voit ce qui se promène. On fait quand même ce travail d'antériorité. Et là, je vais arriver sur un peu le dernier sujet qui m'intrigue aussi et qui m'intéresse de discuter avec toi sur nos sujets M&A, c'est négocier le prix. Je fais plusieurs épisodes où on a abordé ce sujet-là parce que ça reste, il y a pas mal de manières de négocier un prix lors d'une transaction M&A. Toi, comment tu fais pour optimiser le prix, voilà, avant ou après? Là, tu disais que tu donnais déjà un peu une indication souhaitée. Ça, c'est une première manière de faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta manière de négocier, de présenter les choses au niveau du prix? Nous, ça dépend. Encore une fois, l'agilité, il n'y a pas de règle absolue. Tu vois, par exemple, un MBI, je vais lui dire, voilà, la tranche, la fenêtre de négo, elle est là. Ça te plaît pas, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Voilà. Parce que ça permet de valider un premier cliquet de valo. Le client, il en veut entre 3,5 et 4. Tu dis, voilà, la valo, elle est entre 3,5 et 4. Tu reçois une LOI à 3,5, bon, ouais, ça, déjà, c'est validé. Et le but du jeu, après, c'est d'appeler les indus en leur disant, bon, bah, généralement, les indus, on leur donne des multiples sur un niveau d'EBITDA retraité. On s'engage, nous, sur les retraitements, par exemple, et tout le monde a le même mémo. Le MBI et l'indus a le même mémo. Et tu vois, souvent, les MBI nous disent, ah, mais vous avez mis un salaire de directeur général salarié. Moi, je vais me payer beaucoup plus. C'est ton problème, mon gars. T'as les mêmes infos que le gars d'à côté. Vous jouez tous avec le même jeu de cartes. Après, c'est à toi de décider si tu veux être compétitif ou pas. Mais tu vois, je connais un certain confrère notamment, lui il retraite 100% de la REM de dirigeant. Et tu fais ce que tu veux. Le raisonnement est pas idiot. C'est à toi de décider de comment tu définis ton EBE retraité. Nous, on a la thèse principale, c'est si un groupe devait racheter, qu'est-ce qu'il ferait? Comment il gérerait? Voilà. Et vaut pour MBI, vaut pour un groupe. Donc les indus, on leur indique une fourchette de multiples et c'est eux qui calculent leur EBITDA retraité. Les MBI, j'ai plutôt tendance à donner soit une fourchette de valo, soit une fourchette de multiples aussi. On est un peu plus précis avec les MBI que les indus. Et en fait, moi, je prône un peu la transparence. Alors, attention, on cite jamais les acquéreurs, c'est très important. Par contre, on donne des indications en disant, voilà, nous, on a déjà validé tel niveau de valo avec des bonnes conditions. Le cahier des charges est rempli. Donc, vous vous adaptez, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que, bon, bah, pour l'instant, il y en a un qui a validé à peu près tel niveau de valo. Et en fait, la force du process chez nous, c'est d'avoir plusieurs acquéreurs et que les acquéreurs fassent leur marché, leur négo entre eux. Et le client est plutôt passif pendant cette période-là, où nous, on fait la balle de ping-pong entre tout le monde pour arriver à obtenir le meilleur deal. Encore une fois, prix, conditions équivalentes. Mais il faut que ce soit le marché. Enfin, tu sais, c'est toujours est-ce que c'est le vendeur qui fait le prix ou est-ce que c'est le marché? Moi, je pars du principe que c'est le marché. Généralement, nous, on s'engage sur une fourchette de valo auprès de notre vendeur. On dit, voilà, nous, on pense que ça vaut entre ça et ça. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, non.
Si on est d'accord, c'est parti. Et généralement, les premières LOI qu'on reçoit sont, dans 95% des cas, dans la fourchette. Ça nous arrive de nous planter dans le positif comme dans le négatif, balle au centre. Mais à partir du moment où cette fourchette de valo est validée, le but du jeu, c'est d'aller surperformer le prix. Et la surperformance, nous, je suis pas le mec de le loup de Wall Street à négocier avant moi ce stylo. C'est basique. J'ai une meilleure offre que la tienne. Est-ce que tu veux revoir la tienne? Oui ou non? Et c'est pour ça qu'on fait pas de process letter non plus. C'est parce que ça nous arrive de négocier les LOI pendant 4 mois. Et alors, t'en perds en chemin, parce que t'en as qui en ont plein le dos et c'est bon, arrêtez de faire quoi au furet, moi j'arrête. Après, dans les process letters, on met une date de réception des LOI, mais on dit pas quand est-ce qu'on va choisir. Parce que cette période de négociation, justement, elle est ouverte. J'ai reçu des process letters où on décide, on signe la LOI telle date. Ah oui. Tu te tires une balle dans le pied, mon gars. Là, tu te mets une propre pression au lieu de mettre la pression sur les autres de date, c'est-à-dire des réceptions, c'est à eux de réaliser des choses. Là, tu te mets une propre pression de décision de ton côté, donc c'est peut-être contre-productif, mais toi, est-ce que tu fais des contre-offres à l'écrit Non. Est-ce que justement, tu négocies à l'oral Que de l'oral. On se met d'accord à l'oral, on travaille les LOI. Moi, j'ai aussi une philosophie de co-construction. Alors, c'est un peu antinomique, mais quand on a très peu d'acheteurs, moi, la première LOI qu'on reçoit, souvent, j'aime bien, enfin, quand on peut. Actuellement, on a un dossier, on a peu d'acheteurs. On a 3, dont 2 motivés. On fait des réunions de travail. Et moi, j'ai une LOI avec des cases blanches sur mon PC. Je descends une LOI. Bon, alors, comment est-ce qu'on valorise les titres? Quelle méthode de calcul? Alors, la gap. Voilà la base du marché. Voilà comment ça marche. Comme on est sur des primo-opérations, on a un énorme travail de pédagogie qu'on fait. Et alors, est-ce que c'est le fait que j'ai été prof à l'école de commerce pendant longtemps, enfin intervenant, etc., j'en sais rien. Mais tu vois, je leur explique. Voilà les tenants et aboutissants. Voilà la norme du marché, elle est là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On est tous autour de la même table, faut qu'on se mette d'accord en sortant de la pièce. Et voilà, en fait, quand on a beaucoup de succès, on fait marcher le marché, on fait un système d'enchères. Quand on a très peu d'acheteurs, on va essayer de faire de la co-construction. Et le but, c'est de travailler ensemble pour qu'il y ait un projet qui plaise à tout le monde. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire passer quelques trucs, parce que bien souvent, il n'y a pas d'avocat. Et alors, post-Covid, il y avait plein de deals double intermédiaires. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Enfin, les budgets sont coupés un peu partout. Et donc, on est souvent un peu tout seul face aux acquéreurs. Et donc, on arrive à faire passer 2-3 petits trucs sans qu'ils le voient. Enfin, sans qu'ils le voient. On leur explique et ça arrive à passer, quoi. Ou si on était en double intermédiation, ce serait beaucoup plus dur. Mais voilà, nous, on a ces 2 volets-là. On a soit la co-construction, soit le marché. Et en fait, dans les 2 cas, on refuse le conflit. Enfin, moi, le but du jeu, c'est que les mecs, ils s'entendent bien. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans le rôle du M&A, mais le rôle du M&A, c'est aussi de servir de punching ball et de bol de glaçon. C'est que, bon, ok. Alors, on reste là-dessus ce soir, on se rappelle demain 10h. Et voilà, on est moins incentivé, c'est pas notre boîte qu'on vend. Et on a ce rôle-là aussi de relâcher la pression et parfois de s'en prendre plein la gueule. Mais ça fait partie du métier. Nous, l'objectif, c'est que tout le monde soit satisfait. Faut pas qu'il y en ait un qui baise l'autre. Désolé, mais nous, on n'est pas dans cette philosophie-là. Ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais si le dossier se passe bien et que tout le monde est satisfait de la négo, l'accompagnement va bien se passer, l'éventuel earn-out va bien se passer, l'éventuel crédit vendeur va bien se passer. Et si tu mets de la tension ou du conflit, moi j'ai été dans un cabinet où il fallait absolument gagner. Fallait pas faire un bon deal, fallait tuer la partie adverse. Et en fait, on n'avait pas un accompagnement qui se passait bien, on n'avait pas eu un earn-out qui était payé convenablement, enfin voilà. Et en fait, tu te crées tout un tas de problèmes. Donc, je pars du principe que via l'échange, on appelle beaucoup. Enfin, j'imagine que toi c'est pareil. On fait la balle de ping-pong entre tous les intervenants et à partir du moment où on est d'accord, là on écrit. Mais ça peut passer par des dizaines d'heures au téléphone. Et c'est comme ça que nous on fonctionne. Écoute, très bien. Thomas, moi j'arrive au bout un peu des sujets sur lesquels j'avais envie de discuter avec toi. Donc, merci. Merci beaucoup. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.